Bonjour tout le monde. Je remercie tout d'abord le président de la Ligue marocaine de lutte contre le diabète de m'avoir joindre à participer à la célébration de la Journée mondiale du diabète avec thème cette année de comment donc accès aux soins du diabète, si pas maintenant quand. Alors, à mon tour, en tant que néphrologue, je vais parler de comment protéger le rein du diabétique et surtout en 2021, puisque sur le plan recherche, il n'y a pas beaucoup d'avancées, mais sur la prise de notre conscience et de la conscience de tout le monde à travers cette pandémie, on a compris certaines choses dont je vais vous en parler au cours de ma présentation. Alors, en guise d'introduction, tout d'abord, je rappelle que le diabète, c'est la première cause de maladie rénale chronique au monde et surtout au Maroc à travers une étude que je vais vous montrer. Et que parmi les nouveautés, je dirais qu'on parle actuellement de maladie rénale diabétique qui constitue la première cause d'insuffisance rénale chronique terminale, c'est-à-dire de mise en dialyse dans le monde. Et cette maladie rénale diabétique, elle est grave parce qu'elle augmente le risque de bimortalité, notamment cardiovasculaire. Alors, la nouvelle terminologie de la maladie rénale diabétique, on connaissait tous la notion de néphropathie diabétique. Mais actuellement, on parle de maladie rénale diabétique parce qu'à côté de la néphropathie diabétique, qui normalement est une atteinte glomérulaire secondaire à des mécanismes d'hyperglycémie et des mécanismes hémodynamiques, on a en plus des signes d'athérosclérose au niveau vasculaire rénal qui sont en rapport avec des facteurs de risque classiques d'athérosclérose qu'on rencontre de plus en plus chez nos patients, notamment les diabétiques de type 2, mais aussi de diabétiques type 1 avec la modification de l'environnement et de notre manière de vivre. Et à côté, pourquoi on parle de maladie rénale diabétique, à côté de l'atteinte glomérulaire, de l'atteinte vasculaire, on a aussi chez ce patient diabétique des atteintes tubulo-interstitielles qui vont être en rapport avec la toxicité médicamenteuse chez des patients, des troubles métaboliques en rapport avec l'hyperuricémie et des conséquences d'infections, notamment urinaires, c'est ce genre de patients. En tout cas, actuellement, on parle de maladie rénale diabétique parce que les mécanismes glomérulaires, tubulo-interstitiels et vasculaires sont intriqués chez ce genre de patients. Alors, pourquoi c'est la première cause de maladie rénale chronique et d'IRCT? Donc, au Maroc, une étude donc, qui a été publiée en 2016 à travers une étude randomisée faite au Maroc. Nous avons donc publié à travers cette étude qu'on appelle MAREMAR, que les causes de la maladie rénale chronique retrouvées lors de cette étude randomisée étaient le diabète et qui occupait le 1/3 des étiologies pratiquement, à côté de l'hypertension artérielle. Tous les deux, c'est la moitié des causes de maladie rénale chronique terminale. Et on sait très bien que le diabète est souvent associé à l'HTA et que l'HTA, donc, c'est un signe de prédiabète chez nos patients. Alors, sur un mot juste pour comprendre la prise en charge thérapeutique, la physiopathologie de la maladie rénale diabétique est due à plusieurs mécanismes, mais notamment les plus importants, c'est des facteurs métaboliques en rapport avec l'hyperglycémie hémodynamique et des facteurs génétiques et environnementaux. Alors, sur le plan métabolique, le point de départ, c'est l'hyperglycémie chronique qui va donc engendrer, libérer certains produits de glycation qui vont aller directement se déposer au niveau du glomérule, la matrice extracellulaire du glomérule, donc des modifications structurales au niveau du glomérule histologique, mais aussi elle va stimuler un certain nombre de paramètres d'inflammation, des cytokines qui vont engendrer donc de l'inflammation et de la fibrose interstitielle. Et aussi, on a des phénomènes donc hémodynamiques intraglomérulaires en rapport directement avec le stress oxydatif et la libération des cytokines, mais aussi en rapport avec l'hyperglycémie chronique qui va donc entraîner des phénomènes hémodynamiques intraglomérulaires et augmenter donc la perméabilité vasculaire et par conséquent, le premier signe qu'on pourra dire clinique dans la maladie rénale chronique, c'est l'albuminurie. Alors, à côté de ces mécanismes physiopathologiques en rapport avec le diabète directement, on a des facteurs de risque qui sont non modifiables, c'est l'âge, la race, le profil génétique, mais aussi des facteurs de risque
modifiables qui sont en rapport avec la maladie, le diabète et son équilibre quand il n'est pas bien équilibré, l'hypertension artérielle quand elle est là, la dyslipidémie, mais aussi des facteurs donc, environnementaux et notamment le tabac, la sédentarité et l'alimentation. En tout cas, tous ces mécanismes physiopathologiques et facteurs de risque vont engendrer la maladie rénale diabétique et l'accélérer peut-être. Cependant, cette maladie rénale diabétique, elle est asymptomatique. Et du coup, donc, on ne peut pas donc, la diagnostiquer cliniquement. Et c'est pour ça que vu que c'est une maladie silencieuse et qu'il existe et qu'il n'y a aucun signe pathognomonique pour la révéler, il faut aller dépister cette maladie. Comment la dépister? Avec des moyens qu'on appelle des moyens de néphrovigilance. Quel est l'intérêt de ce dépistage de néphrovigilance? Ce n'est pas de guérir la maladie rénale diabétique quand elle existe, mais c'est d'arrêter sa progression ou bien la ralentir. C'est-à-dire, si on est à un stade ou un autre de notre maladie rénale diabétique, on va l'arrêter par la prise en charge donc, thérapeutique. Alors, quels sont ces moyens de dépistage de néphrovigilance de la maladie rénale diabétique? C'est d'abord très important à savoir, et c'est facile, c'est des moyens d'ordre clinique. Au cabinet médical, à la consultation, on peut faire de la néphrovigilance. Et n'importe quel médecin peut faire de la néphrovigilance parce que n'importe quel patient qui passe chez nous en consultation, on doit lui prendre sa mesure tensionnelle. Et cette mesure de la pression artérielle, quand elle n'est pas normale, anormale, c'est un signe d'alarme qu'il existe donc une atteinte néphrologique ou rénale. À savoir que l'hypertension, le diabète, c'est une maladie vasculaire. Et qui dit maladie vasculaire dit une atteinte rénale directement, puisque le rein, c'est un peu le temps vasculaire. Alors, la mesure de la pression artérielle, c'est très important chez le diabétique et c'est facile en pratique clinique. Deuxième outil de la néphrovigilance qui nous oriente vers la maladie rénale diabétique, c'est la bandelette urinaire. Une bandelette urinaire qu'on va tremper dans le cabinet médical. Donc, c'est toujours là, c'est des choses cliniques, ce n'est pas des moyens donc, biologiques. Et on va tremper la bandelette urinaire pour savoir est-ce qu'il y a une excrétion de la protéinurie au niveau des urines. Et cette bandelette, elle est aussi magique. Pourquoi? Parce qu'elle ne nous renseigne pas que sur la maladie rénale diabétique, mais elle peut nous renseigner aussi sur le diabète et son équilibre, puisqu'elle peut nous dépister donc s'il existe une glucosurie ou de l'acétone ou autre chose à côté de tout ça, notamment de l'hématurie ou une infection urinaire. Et elle est rapide, facile et ne coûte pas cher. Chez nous, dans un autre contexte, c'est 1 dirham pour découvrir et ralentir une maladie qui coûte très cher à l'État et au patient lui-même, avant l'État. Donc, la bandelette urinaire, c'est le deuxième outil de néphrovigilance chez le malade diabétique. Troisième chose, c'est l'évaluation de la fonction rénale. Donc, la pression artérielle et l'excrétion urinaire d'albumine nous orientent qu'il y a une atteinte néphrologique. Mais sa fonction, comment il fonctionne le rein, c'est le dosage de la créatinine et surtout l'estimation de la fonction rénale. Pourquoi l'estimation de la fonction rénale? Parce que cette fonction rénale, elle varie en fonction de l'âge et du sexe. C'est pour ça qu'un dosage de créatinine, il est différent chez le jeune que chez le sujet âgé, chez le musclé que chez le sujet obèse. Donc, c'est très important d'estimer la fonction rénale et nous orienter donc sur le degré d'atteinte rénale chez ce patient diabétique. Alors, 3 choses à retenir en matière de néphrovigilance pour le diabétique, c'est la prise de la pression artérielle, c'est la bandelette urinaire et c'est le dosage de la créatinine. Alors, quand faire cette néphrovigilance? C'est au moment du diagnostic du diabète. Ou encore mieux, dans la prévention du diabète, il faut aller systématiquement prendre la tension artérielle de tout patient qui arrive pour une consultation X et qui est d'un certain âge pour voir est-ce qu'il est hypertendu de 1, puisque c'est la deuxième cause de maladie rénale diabétique. Et on sait que l'hypertension artérielle au moment du diabète, il faut tremper la bandelette urinaire au cabinet médical pour voir le patient, où situer notre patient, dans quel stade de la maladie. Et troisième chose, quel que soit le diabète, qu'il soit diabète type 1 ou type 2, faites d'abord le check-up au moment du diagnostic du rein. Il faut faire le check-up rénal au moment du diabétique. Après, donc, on va voir s'il faut le faire souvent ou pas. Par exemple, chez les diabétiques, on sait très bien que quand tout est négatif, on va faire un suivi. On ne va pas s'arrêter là, mais on va faire la néphrovigilance annuellement. Chez le diabétique type 2, c'est en fonction du stade d'évolution de sa maladie. Alors, voilà, quels sont les mécanismes d'atteinte rénale du diabétique, comment les dépister, maintenant, comment protéger notre rein. Alors, comment protéger notre rein? Incontournablement l'éducation thérapeutique.
pour moi, c'est le volet important dans la prise en charge du patient diabétique avec une maladie rénale. Déjà, quand on dit une maladie rénale diabétique, ça veut dire déjà une complication microvasculaire et peut-être de l'œil et peut-être macrovasculaire. Ce n'est pas une phrase qu'on doit dire aux patients, mais c'est des séances d'éducation thérapeutique, pas seulement sur l'éducation thérapeutique de comment prendre les médicaments. Je sais bien qu'au milieu diabétologique, endocrinologique, on fait de l'éducation thérapeutique, mais l'éducation thérapeutique, comment prendre les médicaments et qu'est-ce qu'il faut manger. Mais il faut absolument que le malade doit comprendre ce que c'est que sa maladie, qu'est-ce que c'est que le diabète, quelles sont ses complications et l'importance du traitement, quel est l'intérêt du traitement dans cette pathologie et quel est l'intérêt du suivi médical. Donc, c'est vrai. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le patient, jusque-là, il est asymptomatique. Il va me dire, pourquoi, madame, vous me demandez un dosage de la créatinine du rein? Moi, je ne sens rien. Il faut lui faire comprendre ce que c'est que la maladie et ses complications et qui évoluent à bas bruit. Et l'intérêt de cette éducation, c'est que le malade doit se prendre en charge et s'informer sur maladie pour éviter lui aussi de faire des erreurs thérapeutiques. Alors, pourquoi j'insiste sur l'éducation thérapeutique? Depuis qu'on fait l'éducation thérapeutique à travers des séances dans notre unité et service de néphrologie, nous avons remarqué, et on l'a même publié, que l'éducation thérapeutique du patient ayant une maladie rénale diabétique a bien montré que quand il est informé sur les complications sur ces différents items, la progression de la maladie est ralentie et on l'a bien démontré qu'avant l'éducation thérapeutique et après l'éducation thérapeutique, le niveau des connaissances de ces patients a augmenté et du coup, voilà, il était très bas. Le niveau de connaissance des complications, des facteurs de risque, des moyens de diagnostic de la néphropathie diabétique, avant l'éducation thérapeutique, la majorité des patients ne connaissaient pas ce que c'est, mais après, ils sont là, ils sont conscients de leur maladie et ils vont faire un effort de plus pour ralentir la progression de la maladie rénale. Donc, très important l'éducation thérapeutique. À côté de l'éducation thérapeutique, il y a ce qu'on appelle le contrôle des autres facteurs de risque. Alors, je ne vais pas parler du tabac et de l'alcool parce que ça, logiquement, ils ne sont pas délétères que pour le patient diabétique, mais ils sont délétères pour tout individu. Je vais surtout parler de la sédentarité. Quand on parle de sédentarité, il ne veut pas dire forcément une activité physique forcée ou du sport ou du footing. Une sédentarité, c'est bouger. Et du coup, donc, le métabolisme de l'organisme, en fonction de l'âge, en fonction du sexe, quand on va bouger, on va donc augmenter notre métabolisme et du coup, donc indirectement, augmenter augmenter le métabolisme du glucide. L'obésité. Pourquoi on est obèse actuellement? Parce qu'on mange trop. On ne mange pas parce qu'on a faim, mais on mange parce qu'on a envie. Et quand on mange parce qu'on a envie, on va manger que des choses qui ne sont pas bien, notamment le sel, le sucre et le gras. Et quand on mange ces trois facteurs graves pour la santé et on ne mange pas parce qu'on a faim, comme j'ai dit, mais parce qu'on a envie, on va provoquer l'atteinte donc des vaisseaux par l'athérosclérose du fait de la dyslipidémie. Alors, je ne dirai pas plus sur ça et je vais aller donc la prise en charge médicamenteuse. Alors, la prise en charge médicamenteuse, donc la recherche depuis le temps scientifique, elle va viser donc la physiopathologie. La physiopathologie de la maladie rénale diabétique, c'est deux volets. C'est l'hyperglycémie et c'est l'atteinte rénale directement et l'activation du système rénine-angiotensine, soit directement par le biais de l'atteinte rénale, soit par la stimulation du stress oxydatif. Et donc, la prise en charge va cibler donc l'hyperglycémie par le contrôle glycémique strict par les antidiabétiques, que ce soit oraux ou l'insuline, ou l'événement actuel des inhibiteurs des SGLT2. Donc, sur le stress oxydatif, tous ces médicaments de la recherche n'ont pas encore abouti. Par contre, les bloqueurs du système rénine-angiotensine, depuis les années 80, ils ont bien montré qu'au niveau rénal, et que ça soit un malade diabétique ou non diabétique, les bloqueurs du système rénine-angiotensine améliorent donc ou arrêtent la progression de la maladie rénale chronique. Alors, sur le rein lui-même, quand il est altéré, quand il y a un désastre au niveau glomérulaire ou interstitiel, on ne peut pas faire grand-chose et les études jusque-là n'ont pas trouvé un médicament qui va guérir ces lésions histologiques. Après, donc, le volet numéro 1, donc chez tout patient diabétique, pour protéger ses reins, il faut équilibrer la glycémie. Alors, un traitement intensif, oui,
mais sur la prévention des maladies cardiovasculaires, aucune étude n'a prouvé que le traitement intensif fait mieux que le traitement conventionnel. Par contre, sur le plan rénal, le traitement intensif et multifactoriel a bien démontré donc une régression de la microalbuminurie, voire au long terme, bien sûr. Les bénéfices, ce n'est pas immédiatement, c'est au long terme. Il ne faut pas juste, quand on va s'améliorer, arrêter le médicament. Non, c'est un médicament chronique comme l'insuline ou comme l'ado. Deuxièmement, donc, arrêter la microalbuminurie et même ralentir la progression de la fonction rénale, c'est-à-dire éviter l'arrivée à la dialyse. Après, donc, quelle cible dans l'équilibre glycémique? Les diabétologues et les endocrinologues sont mieux placés pour dire quelle cible, mais ce que je sais, c'est que la cible de l'hémoglobine A1C pour évaluer l'équilibre glycémique, elle est individualisée en fonction de l'âge et des comorbidités, notamment cardiovasculaires, pour éviter l'effet néfaste du traitement intensif. Alors, concernant les bloqueurs du système rénine-angiotensine, c'est très important pour... D'abord, je traite le diabète et puis au niveau du rein, comment je vais prévenir l'atteinte rénale quand il y a donc une albuminurie. Je vais traiter par les bloqueurs du système rénine-angiotensine, que ce soit les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, même sans hypertension artérielle. Et quand il n'existe pas de microalbuminurie avec HTA, je vais privilégier ce genre de médicaments, surtout pour protéger le rein. Alors, donc, plusieurs études, je ne vais pas m'attarder sur les études. Donc, l'étude qui a bien montré que les IEC fait mieux que le placebo dans la régression de la microalbuminurie. Les grandes études et les premières donc, sur le terrain, c'est Renal IDNT qui ont bien montré que les ARA2 sont néphroprotecteurs aussi bien pour la réduction du risque d'évolution vers l'insuffisance rénale que de la mortalité, et que les différentes méta-analyses, eh bien, ils ont montré voilà, que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion font bien pour le rein du diabétique qu'autres médicaments. Après l'étude Steno que j'aime bien, l'étude danoise qui donc a pris en charge tous les facteurs de risque chez les patients, c'est-à-dire ils ont traité le diabète, ils ont traité l'hypertension artérielle et les dyslipidémies, et voilà, un traitement intensif ne veut pas dire vraiment très bien, mais c'est un traitement grâce à une éducation thérapeutique qu'on a pu intensif et avec l'éducation thérapeutique. On ne peut pas prendre un traitement, on ne sait pas pourquoi on le prend. Et ça n'a rien à voir avec ni le niveau intellectuel, ni instructif, ni avec on est analphabète ou pas. On va faire comprendre aux patients ce que c'est que sa maladie de façon schématique et l'impact du médicament, et vous allez voir une observance thérapeutique, je ne dirais pas dans le 100%, mais dans la majorité des cas, afin d'éviter une maladie fatale chez nous en néphrologie. Alors, les bloqueurs du système rénine-angiotensine pour traiter l'hypertension artérielle, mais aussi pour prévenir l'excrétion, pour arrêter la progression de l'excrétion urinaire d'albumine, quand traiter, c'est quand la définition de l'OMS, que ce soit diabétique ou maladie rénale, c'est quand la tension artérielle est supérieure à 140 de systolique et 90, et bien sûr, chez le sujet âgé au-delà de 80 ans, une systolique supérieure à 160. Avec quelle cible thérapeutique maintenant? On va commencer le traitement quand on a les hypertensions artérielles. Si je vise les chiffres de la tension artérielle, c'est au-delà de 140-90. Mais quand j'ai une excrétion urinaire d'albumine qui est positive, même en absence de ces chiffres mentionnés, je dois donner un bloqueur du système rénine-angiotensine. Donc, pour cibler une tension moins de 130, chez le diabétique, quand il a une atteinte rénale moins de 140, sans dépasser les 120 de systolique. Et pour le sujet donc âgé, il faut rester sur les 140 quand elle est tolérée. Pour la diastolique, il faut essayer d'être aux alentours de 70-80. Il ne faut pas essayer d'aller plus que ça parce que c'est l'effet de la courbe J chez ces patients qui, une baisse trop importante peut être délétère pour le patient. Alors, la nouveauté bon, je ne sais pas de 2021, mais ce qu'on a maintenant sur le diabète et sur la prévention cardiovasculaire et néphroprotection, c'est les inhibiteurs des SGLT2, donc qui vont, sur le plan rénal, vont soulager l'hyperfiltration glomérulaire, c'est comme ce que font les bloqueurs du système rénine-angiotensine, une vasoconstriction de l'artère afférente, vasodilatation de l'artère
efférentes pour soulager la pression intraglomérulaire et donc diminuer aussi bien la réabsorption du glucose, donc on va engendrer une glucosurie et du coup une baisse de l'hémoglobine A1C qui est très importante, une baisse de poids par diminution de l'excrétion, par augmentation de l'excrétion du sodium, mais aussi par la baisse de la tension artérielle. C'est des médicaments qui sont nouveaux, mais qui doivent être ajoutés au traitement conventionnel du diabétique, notamment la metformine et les autres médicaments, mais je précise la metformine, et à côté du bloqueur du système rénin-angiotensine. Ce n'est pas des médicaments qu'on va instaurer d'emblée, donc c'est surajouté. Et pour vous dire, dans mon expérience, là, les études, ils ont bien montré qu'il y a un bénéfice, surtout l'étude Crédence, qui a montré un bénéfice sur aussi bien la mortalité totale que cardiovasculaire, les événements cardiovasculaires, une diminution des risques des événements cardiovasculaires chez ces patients, mais aussi des événements rénaux, notamment l'albuminurie et la diminution, peut-être l'évolution vers l'insuffisance rénale chronique. Mais dans mon cas, je n'ai pas encore utilisé ces médicaments et je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser ces médicaments parce que quand je fais bien, quand il y a une éducation thérapeutique, quand les médicaments sont pris correctement, et à leur posologie. Donc, le malade, généralement, majoritairement des malades vont évoluer donc bien sur le plan progression. Donc, on va arrêter la progression de la maladie rénale diabétique. Alors, pour conclure et pour répondre au slogan de cette année, Action aux soins de diabétique, mes reins, j'y tiens et j'en prends soin. Mais comment je vais faire ça? C'est quand je sais ce que j'ai comme maladie, quand je comprends ce que je mange et quand je comprends quand je dois voir mon médecin. Et je vous remercie infiniment.